Romain Baumet de l'équipe FME de VRMS et cette présentation pour vous parler de Magic pour FME 2023. Alors d'abord, qu'est-ce que Magic pour FME? Eh bien, il s'agit d'une extension FME développée par VRMS qui permet d'une part de lire des formats supplémentaires dans FME, les formats EDIGEO PCI, les formats Magic avec tout ce qui est bâti, non bâti, propriétaire, et puis les rôles avec différentes taxes. Elle permet également, grâce à une application, d'intégrer des données cadastrales en base de données PostgreSQL. Alors, les données qui ont été intégrées avec Magic pour FME peuvent être représentées dans des outils de WebSIG, tels que VMap, notre outil de cartographie en ligne, avec son module cadastre, qui permet une représentation cartographique des données et également la génération de rapports. Alors, Magic pour FME 2023, donc quelles sont les nouveautés? L'application a été intégralement redéveloppée pour répondre à différents points. Donc, l'amélioration de l'expérience utilisateur avec une interface plus intuitive, plus guidée entre les différentes étapes. Optimisation des performances, notamment pour le traitement des données EDIGEO, que ce soit la préparation ou le chargement. Donc, on a des gains de temps pouvant aller jusqu'à 15 à 20% pour le chargement EDIGEO. Automatisation de certaines tâches, par exemple le rechargement automatique des parcelles dupliquées, pour ceux qui connaissent. L'exploitation maintenant de données en ligne. Et on a la volonté d'améliorer la sécurité, c'est-à-dire préserver la confidentialité des données magiques du début à leur fin d'utilisation dans l'application. Alors, je vous propose une petite démonstration de l'outil. Donc, on va devoir se connecter à un espace de travail. C'est un espace de travail local qui va stocker les fichiers temporaires. Et puis, une base de données PostgreSQL. PostGIS, donc on va écrire les données à l'intérieur. Sur mon volet de gauche, je vais avoir l'intégration des données et je vais retrouver donc cadastre, Magic, topo et unité foncière. Donc, je vais débuter avec cadastre et vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent déjà, donc les étapes de préparation, suppression et chargement. Donc, l'étape de préparation va permettre de récupérer soit un fichier en local, donc le zip qu'on aura téléchargé, et de le découper par commune en vue de son chargement. Mais il permet désormais de se connecter aussi au site cadastre.data.gouv.fr pour aller télécharger puis préparer le jeu de données. Donc, vous pouvez sélectionner le millésime des données à récupérer ou utiliser automatiquement le dernier. Vous pouvez faire le choix du système de coordonnées, puis choisir l'étendue de téléchargement. Est-ce que vous voulez faire une sélection par région ou par département? Donc, en sélectionnant un département, je vais avoir sa taille estimative pour savoir ce qui va être téléchargé dans mon dossier local. À ce moment-là, je peux cliquer sur « Valider » et le téléchargement, donc, qui est la première étape, va démarrer. Et lorsque ça va arriver à 100%, eh bien, il y a l'étape de préparation qui va démarrer. Alors, je vais couper mon traitement, parce que j'ai déjà effectué ce travail précédemment, et je vais pouvoir maintenant effectuer le chargement de mes données. Donc là, dans le chargement, je vais retrouver l'arborescence qui a été construite lors de la préparation. Donc, j'ai l'année, le système de coordonnées, la région, le département et l'ensemble des communes à l'intérieur. J'ai alors la possibilité de faire une sélection, donc soit certaines communes, soit carrément tout mon département, voire toute une région, pourquoi pas. Et puis, je peux alors démarrer le chargement. Lorsque les données ont été chargées, donc généralement, on fait ça d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'on va utiliser la même base de données d'une année sur l'autre, mais on va supprimer les anciennes avant de remettre les dernières données. Donc, on doit intervenir pour la suppression. Donc, on va pouvoir supprimer toutes les données de la base, ou bien simplement une ou plusieurs communes, voire un ou plusieurs départements. Donc, c'était déjà le cas avant. La différence,
et qu'on a directement une visualisation des données qui sont chargées dans les tables. Et il n'y a plus besoin de saisir manuellement les identifiants de communes. On peut directement choisir un nom d'identifiant afin de sélectionner une commune en particulier. Pour la thématique magique, nous allons retrouver le même fonctionnement avec les étapes de préparation, suppression et chargement. On va avoir une différence au niveau du motif, c'est-à-dire le type de fichier magique à charger, bâti, non bâti, propriétaire, lot local ou PDL. Lorsque les données cadastrales et magiques sont chargées, vous avez la possibilité de calculer les unités foncières. Et puis, vous avez activé ici Topo, donc qui fait son apparition en remplacement du format Fantoire. Donc, le format Topo, c'est défini par la DGFiP, donc le ministère des Finances, comme l'ensemble des entités topographiques, pays, régions, départements, communes, voies. Donc, nous, on s'en sert principalement pour les voies, donc en remplacement, comme je disais, du format Fantoire. Alors, attention, car à l'heure où je vous parle, il y a un retard de livraison des données topo donc de la part de la DGFiP depuis plusieurs mois, ce qui nous contraint à utiliser la dernière version de Magic pour FME 2022 afin d'être en mesure d'intégrer les données Fantoire. Alors, Magic pour FME, quel est notre plan de développement pour l'année 2023 ? Tout d'abord, intégrer donc le cryptage, le chiffrement plutôt des données magiques pour améliorer la sécurité, c'est dont on parlait précédemment. L'année dernière, nous vous avions parlé d'un modèle de données magique pour l'analyse décisionnelle. Alors, il n'est pas encore disponible. En effet, nous avons priorisé la refonte de l'application afin qu'elle soit plus évolutive et qu'elle puisse très prochainement intégrer d'une part un modèle de données décisionnel pour les données magiques, mais d'autre part un modèle de données décisionnel, enfin pour l'analyse décisionnelle avec les données de rôle et les différentes taxes, taxes d'habitation, taxes foncières, etc. Alors, si vous souhaitez tester Magic pour FME 2023, vous pouvez vous rendre sur Vestor, notre plateforme de ressources autour des FME de nos différents produits. Vous pourrez utiliser l'extension, vous serez limité en nombre d'objets. Vous pourrez alors faire une demande de licence temporaire ou permanente auprès de VRMS. Je vais m'arrêter ici. On va se retrouver tout à l'heure pour la session questions-réponses. Et puis, je vais passer la main à Alizé pour une présentation du Data Connector. Merci. Merci Romain. Bonjour, je suis Alizé Buquel, alternante depuis 3 ans à VRMS et je vais vous présenter les nouveautés de la suite Data Connector. Pour l'année 2023, VRMS a doté la suite Data Connector de 2 nouveaux transformers permettant d'accéder à des services en ligne afin d'en exploiter les données et de faire évoluer le transformer déjà existant IGNF Data Admin Connector. Alors, qu'est-ce que Data Connector ? Il s'agit d'une suite de transformers pour FME développée par VRMS afin de simplifier l'accès et l'interrogation des API publiées par des fournisseurs de données. Alors, actuellement, nous exploitons les API de 3 fournisseurs, INSEE, OSM, IGN. Cette suite nécessite donc une connexion Internet pour interagir avec les API. Alors, je vais vous parler des nouveaux transformers. Alors, premièrement, nous avons l'évolution du transformer IGNF Data Admin Express Connector. Il utilise l'API Express de l'IGN. Il permettait d'obtenir les limites administratives françaises des régions, départements, EPCI et communes. S'ajoutent maintenant les arrondissements, les pseudo-cantons, les communes associées ou déléguées, ainsi que les arrondissements municipaux. Ensuite, le transformer INSEE Données Locales Connector fait appel à l'API Données Locales de l'INSEE. Il permet notamment d'obtenir des informations sur le recensement de la population sur une zone donnée au niveau communal. Et pour finir, le transformer OSM Overpass Connector qui exploite les données de l'API Overpass d'OSM. C'est une API open source et mondiale
qui permet d'obtenir des informations sur des lieux ou infrastructures dans le monde, ainsi que de reconstituer les géométries des objets. Ces transformers sont disponibles sur VStore et FME Hub en téléchargement. Je vais maintenant passer à la démonstration. Donc, voici INSEE Données Locales Connector, qui pour fonctionner ne nécessite que d'un créateur. Pour fonctionner, il a d'abord besoin d'une clé et d'un code secret qui sont disponibles sur le site de l'INSEE. Il suffit de se créer un compte. Et de paramètres tels que le code INSEE de la commune ou d'arrondissements municipaux pour Paris, Lyon et Marseille. D'un jeu de données. Donc, plusieurs jeux de données sont disponibles ici, mais il en existe encore d'autres sur notamment le tourisme ou d'autres choses. Et un croisement, donc ici c'est sur le sexe et l'âge. Plusieurs croisements sont disponibles en choix, mais il en existe également d'autres qui sont disponibles sur la documentation officielle de l'INSEE. Alors, lorsque l'on va dans Help, on peut avoir directement accès à la documentation de l'INSEE. Donc ici, le fichier localisé social et fiscal, le recensement de population, les offres d'hébergement touristique. Voilà, plusieurs jeux de données sont disponibles. Quant aux sorties, il existe la sortie Metadata qui permet de lire correctement les données. Par exemple, ici, pour l'âge, le code 15 correspond à la tranche d'âge 15 à 29 ans. Il y a la sortie Data qui comprend les données. Donc ici, on peut voir qu'il y a le rappel du jeu de données, du croisement du code de commune. Et ici, par exemple, il y a 79 407 hommes de la tranche d'âge 30 à 44 ans. Concernant l'IGNF Data Admin Express Connector, on peut toujours sélectionner ici les types d'entités à extraire, avec en plus les nouveaux types d'entités possibles. Il existe de nouveaux types que l'on peut entrer. Donc, par exemple, ici, le code commune associé au délégué qui correspond aux anciennes communes, ou le code d'arrondissement municipal pour Paris, Lyon et Marseille. Donc, on peut trouver les arrondissements municipaux ou, par exemple, à partir d'un code commune, les arrondissements municipaux. Donc, ici, on peut voir qu'on a mis le code commune de Marseille et on tombe sur tous les arrondissements de Marseille. Voilà. Concernant l'OSM Overpass Connector, il nécessite pour fonctionner un polygone. Donc, on met en entrée un polygone, donc ici, comme ceci. Et il faut entrer l'objet de la recherche, donc une clé, ici les magasins, mais plusieurs clés sont disponibles. Il en existe encore d'autres disponibles sur la documentation d'OSM. Et une valeur, donc ici les boulangeries. Il y a également plusieurs autres valeurs disponibles sur la documentation de l'OSM que l'on peut trouver ici dans le Help. Comme ceci. Hop. Alors, je vous laisse prendre connaissance de la documentation. Concernant les sorties, elles sont divisées selon les géométries. Donc, par exemple, ici, pour les boulangeries, il y aura généralement des points correspondant aux boulangeries avec l'ID de l'OSM et les tags qui constituent l'objet et qui sont différents selon ce qu'il y a dans l'API. Et il y a ici un area qui correspond donc à une grande boulangerie également. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour les questions-réponses dans quelques minutes et je laisse la parole à Armand. Merci. Merci beaucoup, Alizé. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de GTF 2023.
Et notamment, on va parler de workflow. Donc, je suis Armand Bailly, je suis le responsable produit sur GTF. GTF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un orchestrateur qui vient du coup piloter FMEform et FMEflow. Et donc, ça va faire maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur cette nouvelle version qui offre une énorme évolution, les workflows. Alors, les workflows, qu'est-ce que c'est? On peut définir un workflow par une suite de tâches à accomplir par différents acteurs. Ces acteurs, ils peuvent être humains ou ils peuvent être, ça peut être des machines, d'accord? Ou on peut avoir plusieurs humains qui vont discuter entre eux. Quelques exemples, on peut l'extraction de données, c'est l'exemple qu'on va utiliser tout à l'heure dans la démo. Le signalement d'incident, celui-là, il est intéressant parce que dans le signalement d'incident, eh bien, il va y avoir plusieurs humains, il va y avoir 2, 3 personnes qui vont voilà, discuter entre eux pour faire évoluer l'itération. Alors en réalité, des workflows, vous en faites déjà. Et vous en faites dans FMEform, ce qu'on fait quand on met des transformers les uns à la suite des autres, c'est ce qu'on fait. On fait des workflows. Quand on fait ça sur FMEform, pour lancer le workflow, eh bien, on le fait forcément manuellement quand on lance le traitement. Sur FMEflow aussi, on retrouve des workflows avec le menu Automation. Et cette fois-ci, Automation nous propose des déclencheurs automatiques tels que la réception d'emails. Dans ces deux cas, que ce soit sur FMEform ou FMEflow, finalement, au niveau de la durée, on est en théorie sur plusieurs minutes. On va lancer le workflow, puis il va dérouler jusqu'à ce qu'il se termine. Dans GTF, ce qu'on a voulu faire, c'est ajouter la cerise sur le gâteau, on va dire, et faire des workflows interruptibles. Un workflow interruptible, ça veut dire que finalement, il y a un humain qui discute avec la machine, on avance le workflow, on fait une pause en attendant qu'un autre humain fasse une action, d'accord? Donc, dans le cas du signalement que j'ai expliqué tout à l'heure, ce serait par exemple de faire une réparation sur le site, d'accord? Et puis après, une fois que la réparation est faite, il retourne sur l'application, il dit c'est bon, j'ai fait la réparation, et là on poursuit le workflow. Voilà. Et donc c'est vraiment ça qu'on a voulu faire avec GTF. Ces interactions homme-machine, eh bien, on va les faire de deux façons. Soit des notifications, donc en général, on envoie des mails. Et là, c'est la machine qui discute avec l'humain. Soit on fait des formulaires. Et là, c'est l'inverse, c'est l'humain qui donne des informations à la machine. Et donc, pour faire ça, dans GTF, on a développé deux outils. Le premier, que si vous utilisez GTF, je pense que vous le connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle communément le studio de formulaire. Donc, le studio de formulaire, c'est un outil qui permet à tout à chacun, sans faire de code, de construire des formulaires et c'est extrêmement puissant. Il y a un peu plus de 40 types de, de champs qu'on peut utiliser dans ces formulaires-là. Il y a une gestion des droits sécurisée qui entoure ça. On peut faire de l'affichage conditionnel, on peut aller requêter des bases de données pour remplir certains champs. On peut même venir y injecter du JavaScript pour vraiment pousser la personnalisation au maximum. Le deuxième outil, lui, vous ne le connaissez pas, il est tout nouveau. C'est le concepteur de workflow. C'est un outil qui utilise un système de boîte qu'on vient connecter. Donc, ça nous rappelle un petit peu l'interface FMEform. Dans cet outil-là, on va pouvoir utiliser différents types de déclencheurs. Donc, au niveau des déclencheurs, soit ils vont être automatiques, type réception d'un mail. On peut mettre ça sur une période, d'accord, pour lancer quelque chose tous les soirs, par exemple. On peut surveiller des dossiers, voilà, ce genre de choses. Ou alors, ils peuvent être humains, d'accord. Donc, un déclencheur humain, ça veut dire que on vient créer un formulaire qu'on met à disposition, par exemple, sur un portail, d'accord. Et voilà, c'est l'humain qui vient déclencher le workflow. Au niveau des actions, il y a 3 types différents. Soit, on va utiliser les quelques boîtes qui sont disponibles sur GTF, donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Soit, on vient sous-traiter à FME, d'accord? Volontairement, VRMS, on n'a pas mis énormément de types de boîtes parce qu'on s'est dit de toute manière, pour faire les choses compliquées, on utilisera forcément FME.
Et le troisième type, c'est ce dont je ne fais que parler depuis le début, c'est d'interrompre le workflow pour attendre, voilà, attendre qu'un humain fasse quelque chose. Prenons donc un exemple d'extraction de données. Sur une extraction de données, en général, il y a 3 phases. La première, c'est l'utilisateur qui fait sa demande. Ça, comme j'ai dit, on peut très bien imaginer un formulaire sur le portail et l'utilisateur, lui, il n'a pas de compte, il met juste son adresse mail, il sélectionne ses couches et fait sa demande. La deuxième étape, c'est la validation. C'est l'administrateur qui est notifié d'une demande, il vient vérifier ce qu'a saisi l'utilisateur, est-ce qu'il a les droits, est-ce qu'il a bien rempli les formulaires, etc. Et s'il accepte, on lance la troisième phase qui est du coup là du pur FME, on vient lancer les traitements, extraire la donnée. Si on devait faire ça avec FME uniquement, donc là, je vais vous proposer ma version de comment je ferais ça avec FME, et on va voir que c'est pas évident de faire la pause au milieu. Donc, moi, si je devais faire ça, je commencerai par un premier workflow, ici, avec pas grand-chose dedans finalement. Juste, je ferai une FME Apps pour créer un formulaire afin de le mettre sur mon portail. Et puis simplement, mon traitement ne ferait pas grand-chose, juste il enverrait un mail pour notifier l'administrateur, il y a une nouvelle demande. À la limite, on peut, dans ce mail, voilà, imaginez, mettre les infos de la demande. Et derrière, je serais obligé de faire un deuxième workflow, d'accord? Où là, l'administrateur, il ressaisit les informations potentiellement sur une FME Apps, parce que potentiellement l'administrateur, il n'a pas de compte sur FM Flow. Et là, derrière, après, ça par contre, on sait faire, c'est assez simple. On lance le traitement, on envoie le mail de résultat. Voilà. Je pense qu'il y a des solutions pour, c'est même sûr, hein, il y a des solutions pour connecter ces deux-là, d'accord, notamment en utilisant des bases de données, des webhooks, des choses comme ça. Mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à faire. Et en plus, la supervision, elle va être d'autant plus compliquée, d'accord, parce qu'il va falloir regarder l'historique des deux, ça va pas être évident. Et puis finalement, voilà, c'est pour ce type de problème qui sont assez récurrents, hein, que VRMS a voulu investir dans GTF pour pouvoir réussir à combiner tout ça et pouvoir faire ça assez facilement. Donc ça, c'est la version avec GTF. Avec GTF, bon, on voit déjà que on conserve FME, évidemment, hein. On conserve FME pour les traitements, parce que vraiment pour ça, c'est extrêmement puissant. Par contre, toute la partie interfaçage homme-machine, homme-homme, eh ben, on va la déléguer à GTF. On voit dans ce schéma-là que j'ai l'utilisateur ici, il fait sa demande. Après, j'ai une mise en attente. Donc tout ça, tout ce système avec la notification, etc., c'est GTF qui gère. On verra, c'est une seule boîte à mettre en place. Et une fois que ça c'est fait, et après, on lance FME, le traitement classique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre GTF et je vais vous montrer ce traitement-là et je vais simplement le lancer afin que vous voyez comment ça marche. Voilà, donc ça c'est le traitement. Et alors ce que je vais faire, pour, émuler, on va dire, les 2 personnes, donc l'administrateur et l'utilisateur, c'est que voilà, ici j'ai un Firefox, une petite fenêtre avec une messagerie qui pour l'instant est vide. Et donc tout commence par, heu, envoyer l'administrateur qui envoie l'URL du formulaire à l'utilisateur. Donc l'utilisateur qui est ici synthétisé par cette petite fenêtre. Donc en tant qu'administrateur, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur la première boîte qui est là, qui est le déclenchement par formulaire. Et si je l'édite, je vais voir que ici en bas, voilà, j'ai une URL et ça, c'est l'URL utilisée. Après cette URL, j'en fais ce que je veux. Je pourrais l'envoyer par mail, je pourrais la mettre sur mon portail, voilà. Mais l'idée, c'est ça. L'utilisateur, lui, il n'a pas de compte. Simplement, il se connecte à, voilà, il met ça ici. Et grâce à ça, ça va lui afficher le formulaire. Dans ce formulaire, il vient choisir ses couches. Donc là, je vais prendre ça et ça. Il vient décrire une étendue. Donc on va aller sur Rennes, par exemple. Et on va faire une petite, voilà, on va faire un petit polygone, voilà, comme ceci. Bon, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Je vais le refaire. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais, donc on me demande un acte d'engagement, volontairement, je ne vais pas le mettre.
et je vais mettre une adresse mail qui correspond à cette adresse ici. Et j'envoie. Voilà. Le job de l'utilisateur, finalement, là, il est fait. Si je retourne sur l'interface d'admin, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir l'historique ici. Et je vais venir voir cette itération-là, la 377, qui a été exécutée à 10h22, c'est-à-dire maintenant. Et si je vais dessus, voilà, eh bien, je peux voir que on a fait la première étape. On a fait la seconde étape qui est un mail pour avertir l'utilisateur que sa demande a bien été prise en compte. D'ailleurs, je pense que je peux regarder. Ouais, voilà, j'ai reçu un mail qui m'explique que la demande a été prise en compte. Je vais vous zoomer un petit peu. Et voilà, et qui me rappelle un petit peu les couches qui ont été sélectionnées. Au niveau de mon workflow, ici, je vois que j'ai formulaire étape. Et donc là, je suis dans le fameux état où j'ai fait une pause. J'ai fait une pause dans le workflow. Et là, j'attends que l'administrateur valide ou non. En tant qu'administrateur, voilà, ça c'est mes mails. En tant qu'administrateur, j'ai reçu ce mail. Une demande nécessite validation. Merci de suivre ce lien pour la compléter. Donc, je vais le faire. Je vais aller dessus. Et voilà. Et donc ici, je retrouve le même formulaire avec les informations qui ont été précédemment remplies par l'utilisateur. Je peux voir l'étendue et puis je peux dire est-ce qu'elle est valide ou non. Donc on va dire ici qu'elle n'est pas valide, ça va aller plus vite comme ça. Et on va lui dire que, eh bien, elle n'est pas valide parce qu'il n'y a pas eu, l'acte d'engagement n'a pas été fourni. D'accord? Donc je valide, OK. Super. Et je retourne sur mon GTF. Sur mon GTF, je vais rafraîchir ici. Et voilà. Et donc on peut voir que du coup on est passé ici. Ici j'ai un testeur, donc il est passé dans le rouge ici forcément, et on a envoyé le mail de refus. Et je pense que si je reprends ma boîte mail, voilà, j'ai reçu ça, la demande a été refusée, l'acte d'engagement. Et ici je retrouve finalement le message écrit par l'administrateur. Reprenons donc les diapos, si je les retrouve. OK, voilà. Donc ce qu'on a vu en résumé, c'est que grâce à cette partie workflow, je peux utiliser 5 types de déclencheurs, 12 types d'actions. C'est des chiffres qui vont légèrement augmenter. Après, ce que je vous disais, c'est que on n'a pas non plus la volonté d'aller très loin dans ces types, sachant que on va s'appuyer forcément derrière sur, on veut s'appuyer sur la puissance de FME Form, FME Flow. La création de formulaires personnalisés, ça, vous l'avez plus ou moins vu. Les pauses dans les workflows, ça, on l'a bien vu. Supervision des itérations, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une partie très importante dans tout ça. C'est très important de pouvoir voir l'historique et pouvoir cliquer sur la demande qui a été exécutée, je ne sais pas, il y a 3 jours, pour voir dans quelle boîte elle est passée, quels sont les logs des différents blocs, etc. Et lancement de tâches FME, ça, on l'a vu. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je n'ai pas trop détaillé la configuration, etc. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, voilà, c'est de me contacter par mail ou alors d'écrire aux services commerciaux.